Ja, guten Abend, Margarete. Bonsoir, Margarete. Ça nous fait plaisir de t'avoir parmi nous pour nous parler de la VDFG. Si j'entends VDFG, Margarete, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Est-ce que tu peux nous expliquer tous les détails sans rien nous cacher? Sans rien nous cacher. Bonsoir Barbara, bonsoir à toutes et à tous. Merci de cette très aimable introduction. J'essaierai de vous dire le plus possible sans rien vous cacher, que je sache moi, mais je ne sais pas si je suis en connaissance de tous les détails qui concernent les débuts de la VDFG et de la FAFA, mais je vous dirai tout ce que je sais. Et je parle, comme j'ai vu, sous le contrôle de quelques collègues de la VDFG. Je suis heureuse qu'elle nous ont rejoint ce soir. Donc, je suis heureuse et honorée de vous parler de la VDFG, FAFA aussi un petit peu ce soir. VDFG ou VDFG, correctement en français, signifie Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa, dont le sigle VDFG, für Europa ou pour l'Europe. Et nous nous appelons nous-mêmes la plateforme pour le franco-allemand citoyen en Allemagne. Nous avons notre siège à Mayence, à la rue Schiller numéro 11, comme vous le voyez ici. Et cet siège à l'Institut français de Mayence. Donc, Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften, VDFG für Europa. Quand je le traduis en français, c'est Fédération des associations franco-allemandes, FAFA, pour l'Europe. Vous me direz, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une association en France qui s'appelle Fédération des associations franco-allemandes pour l'Europe. Est-ce que c'est la traduction? Est-ce qu'il y a deux associations? Quelle est la relation, la liaison entre les deux? Comment se fait-il qu'il y a deux associations qui, dans deux langues, ont le même nom pratiquement? La Fédération des associations franco-allemandes en allemand, donc la Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa, fut fondée en 1957 à Wetzlar en Hesse, en Allemagne, mais sous un autre nom. On y reviendra tout à l'heure. Aujourd'hui, la VDFG für Europa a environ 140 associations. Cela fait, selon des estimations prudentes, environ 10 à 15 000 personnes. Il y en a qui disent que ça va jusqu'à 20 000 personnes. Mais comme nous sommes une association qui est gérée par des bénévoles, nous n'avons pas de chargé de statistiques ou de responsables des comptes et des calculs qui pourraient gérer nos statistiques pour avoir des chiffres très exacts. Mais nous sommes une organisation au niveau national pour toute l'Allemagne. Il y a donc la fédération pour toute l'Allemagne sans niveau intermédiaire comme les unions régionales de la FAFA pour l'Europe en France. Il n'y a donc pas le fédéralisme au sein de la Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa comme dans la structure politique en Allemagne, mais plutôt un centralisme modéré avec une organisation nationale et beaucoup d'associations qui sont des adhérents à cette association-là. Quel est l'objectif ou le but de cette fédération selon les statuts? Les statuts disent le but de l'association est de consolider, et d'approfondir la coopération franco-allemande par la promotion et le soutien des associations franco-allemandes, de leurs groupes de jeunes ainsi que d'autres adhérents dans les deux pays. L'activité de l'association est appelée à servir, se déroule notamment dans les domaines culturels, économiques, sociaux et politiques et est destinée à servir l'image du pays partenaire ainsi que les relations franco-allemandes et la construction européenne. Comme toutes ces organisations membres, la VDFG est gérée par un conseil d'administration composé de bénévoles qui ne reçoivent aucune rémunération.
Et la VDFG fédère donc environ 140 à 150 associations franco-allemandes, dont la plupart sont des associations classiques, comme nous disons, associations culturelles, centrées sur des manifestations culturelles. Ces associations sont des médiateurs entre la France et l'Allemagne qui qui proposent des informations sur la civilisation française, qui organisent parfois des cours de langue, qui organisent très souvent des conférences sur le système politique, la géographie, la culture, etc. Des concerts de musique française ou francophone, des séances de cinéma, des concours de lecture, des distributions de prix pour des écoliers, etc. Et toutes sortes de manifestations conviviales qui ont un lien avec la cuisine française et la culture française. Bon nombre de nos associations membres soutiennent également les jumelages de leur ville avec une ville française. Nous avons parmi nos membres également les clubs d'affaires franco-allemands. Je salue M. Almendinger qui représente le club d'affaires de Hambourg. Nous avons également les chorales franco-allemandes et je salue Eric Kummerville, le président de la Fédération de l'Association des chorales. Et nous avons aussi d'autres groupements spécialisés dans un secteur franco-allemand. Toutes ces associations-là sont des lieux de rencontre pour les Allemands francophones et francophiles et les Français. Et toutes les activités se basent uniquement sur le bénévolat. Nos associations franco-allemandes constituent une partie importante et active de la société civile allemande. Elles représentent la base et le noyau dur, pour ainsi dire, du rapprochement franco-allemand, j'y viendrai tout à l'heure. C'est sur ces fondements d'engagement personnel, de connaissance approfondie du pays partenaire et d'amitié personnelle entre la France et l'Allemagne que repose la bonne entente politique entre la France et l'Allemagne. Quelle est la structure de notre fédération ? Nous avons, comme je l'ai dit, en guise d'introduction, le siège à Mayence. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, cela a des raisons historiques. Et nous avons également ce qui s'appelle le secrétariat général à Mayence. C'est un mot bien prétentieux pour un bureau très modeste à l'Institut français à Mayence, où Agnes Weber, notre secrétaire générale, fait tout le travail administratif pour notre association. La fédération est gérée par le Vorstand, le conseil d'administration de la VDFG, qui est élu pour 3 ans par l'Assemblée générale et qui se compose des positions suivantes. Comme dans toutes les associations fédérations, il y a le président, les vice-présidents, le trésorier, les représentants des jeunes, dont je salue Félix à Bruxelles, le responsable de la communication des relations publiques, bonsoir Detlef. Il y a une référente pour la langue du partenaire et il y a jusqu'à 4 référents pour missions spécifiques. Et en rouge indiqué ici, il y a le président, la présidente de la FAFA qui est membre d'office du Vorstand de la VDFG. Comme je vous disais tout à l'heure, VDFG et FAFA sont 2 structures dans 2 pays, mais un peu comme des sœurs jumelles qui ont les mêmes origines, mais qui ont pris peut-être un peu des évolutions différentes. Mais il y a une très étroite coopération qui s'exprime par le fait que le président de chacune ou la présidente de chacune de ces fédérations est membre d'office du conseil d'administration de l'autre fédération.
Les candidats pour le Vorstand, pour le conseil d'administration de notre fédération, sont proposés par les associations membres, donc les associations d'origine dont ils ont fait partie avant d'intégrer le Vorstand de la VDFG. Il y a d'autres organes de la fédération, c'est deuxièmement l'Assemblée générale des adhérents qui se réunit en règle générale une fois par an et normalement pendant notre congrès quand il n'y a pas la pandémie qui nous oblige à avoir des assemblées générales en ligne. Et il y a en plus ce que nous appelons le curatorium, c'est un comité de soutien formé par des personnalités de la vie publique, des représentants d'institutions nationales, régionales qui sont impliqués dans le franco-allemand. Voilà, je m'excuse. Nous en arrivons à la répartition régionale de nos adhérents. Malheureusement, je ne dispose pas encore d'une carte dans laquelle sont inscrits dans toutes les régions de l'Allemagne les différents adhérents de la VDFG, mais j'ai cherché une carte que vous voyez ici qui représente en différentes couleurs les différents Länder de l'Allemagne. Et j'ai repris sur la droite la couleur du Land et inscrit derrière le Land le nombre d'adhérents à la VDFG. Et vous voyez que nous avons un total de, comme je disais tout à l'heure, environ 140 associations. Et le gros des associations se trouve, vous voyez au milieu, en bleu clair, 47 adhérents en Rhénanie du Nord, Westphalie. C'est donc vraiment l'axe très, très fort de notre fédération. Et il y a bien entendu une concentration d'adhérents sur le front ouest, disons le côté ouest, les régions ouest de l'Allemagne vers la Belgique et la France. Nous avons la Basse-Saxe, la Hesse, la Rhénanie-Palatinat et le Bade-Wurtemberg et même la Bavière qui dépasse les 10 adhérents. Il y a la Sarre qui est un tout petit land avec 4 associations et ensuite suivent tous les autres Länder qui sont plus ou moins éloignés de la France avec moins d'adhérents. Et il y a une terre de mission, c'est le Mecklembourg-Poméranie antérieure où nous n'avons aucun adhérent. J'ai découvert il y a peu une association franco-allemande à Wismar, mais je n'ai pas encore réussi à les convaincre à adhérer à la VDFG. Nous avons également quelques adhérents en France. Ce sont des institutions qui ont été créées ou qui sont gérées par une structure allemande ou par des Allemands. C'est par exemple la maison Heinrich Mann ou le centre Heinrich Mann à Pau et c'est Château d'Orient et autres. Et nous avons 2 ou 3 associations qui ne sont pas basées dans une ville ou dans une région, mais qui sont des associations au niveau national, un peu comme le DFJA ou Culture Vivante. Mais comment se fait-il que nous avons cette fédération et toutes ces associations au niveau national? Je vous disais tout à l'heure, la fédération a été fondée en 1957 à Wetzlar en Hesse et sur l'initiative d'une dame, Madame Elsie Kuhn-Leitz, qui était à l'époque la présidente de la très jeune association franco-allemande de Wetzlar, Deutsch-Französische Gesellschaft Wetzlar. C'était une particularité. Wetzlar se trouvait à cette époque-là dans l'ancienne zone américaine de l'Allemagne, mais il y avait à Wetzlar une garnison française. Et par les contacts avec la garnison française, Madame Kuhn-Leitz avait établi des liens, des contacts également avec Avignon et elle avait fondé en 1955 la Société franco-allemande. Par ailleurs, comme elle était l'épouse du grand fabricant Monsieur Leitz,
des entreprises Leitz à Wetzlar. Elle était mécène de la vie culturelle à Wetzlar et elle organisait également des entretiens sur l'avenir de l'Europe en invitant des intellectuels à des discussions à Wetzlar. Et elle était, parmi ses contacts, il y avait Albert Schweitzer, mais elle entretenait également beaucoup de contacts avec des hommes politiques en Allemagne, entre autres avec Konrad Adenauer. Et c'est Adenauer lui-même qui l'a encouragé de s'engager pour les relations franco-allemandes parce que ce serait la meilleure chose qu'elle pourrait faire pour l'avenir de l'Europe. Donc, elle s'est engagée pour créer un cercle de travail. C'est ainsi que ça s'appelait à l'époque, cercle de travail des associations franco-allemandes. Mais comment est-ce qu'on vient d'une association franco-allemande à Wetzlar à créer un cercle qui fédère plusieurs associations? Avant de faire ou d'ouvrir une petite parenthèse historique pour vous expliquer cela, je dois vous dire, parce que vous m'avez demandé de vous dire tout ce que je sais, que la fondation de ce cercle de travail des associations franco-allemandes est vraiment la source et l'origine de la Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa, mais en même temps, la source et l'origine de la Fédération des associations franco-allemandes pour l'Europe en France, même si cette première étape de l'histoire s'est déroulée en Allemagne de l'Ouest. Donc, j'ouvre la petite parenthèse historique. Vous avez ici à droite l'image ou une représentation de l'Allemagne à l'issue de la Seconde Guerre mondiale en 1945, l'Allemagne subdivisée en 4 zones d'occupation, de haut en bas, en vert la zone britannique, à droite en rouge la zone russe, en bas en bleu la zone française qui représente à peu près ce qui est aujourd'hui le Bade, la Rhénanie, ou le Palatinat et la Sarre, et à droite en bas en jaune la zone américaine. Donc, nous observons un phénomène à partir de 1945, ou plus exactement 1947, que dans la zone britannique et américaine, et non pas dans la zone française, comme on pourrait le supposer, il y a un mouvement d'initiative de citoyens, d'individus, à différents endroits, indépendamment les uns des autres, pour créer, pour former des associations franco-allemandes ou des associations culturelles des Amis de la France. Il y a des variations dans les noms, mais tous ont le même objectif, c'est premièrement avoir un accès à la culture française qui était très populaire à l'époque, plus encore qu'aujourd'hui, et c'était très compréhensible après le cloisonnement des années d'avant de l'Allemagne pendant la période nazie. Deuxièmement, le rapprochement entre la France et l'Allemagne par l'intermédiaire de la culture et le rapprochement des peuples, une meilleure entente et la construction européenne et en fin de compte, travailler pour la paix en Europe. Les toutes premières associations qui se fondent sont à Hambourg, la Société Cluny, Société franco-allemande Cluny à Hambourg, une Société des Amis de la culture française à Stuttgart et une association Deutsch-Französischer Volksbund à Duisburg. Vous connaissez encore 2 de ces associations si vous avez assisté à des congrès de la VDFG-FAFA récemment, parce que la Société de Hambourg et de Duisburg persiste jusqu'à nos jours. La Société de Stuttgart a disparu entre-temps. Ensuite, suivirent les villes de Hanovre, du Nuremberg, Oldenburg, Düsseldorf, Dortmund, Ludwigsburg, en 1949 à Berlin, à Brême, en 1951 la ville de Kiel même sur la Baltique, et en 1955 la ville de Wetzlar
avec la fondation, la création de la Société franco-allemande par Madame Kuhn-Leitz. Donc, vous voyez que l'initiative de Elsie Kuhn-Leitz à Wetzlar s'intègre dans un mouvement, disons un mouvement général et populaire qu'on trouve à l'époque et qu'on retrouve dans de nombreuses communes, des initiatives privées, souvent soutenues par la politique locale, parfois soutenues par les représentants de l'administration française dans les villes ou les endroits où il y avait un consulat ou une représentation française. Et dans certains cas également soutenues financièrement par l'administration française. C'est seulement à partir de 1949, à partir du moment où l'Allemagne a obtenu à nouveau une certaine autonomie et où on commence à reconstruire une administration allemande et les forces occupantes ne dominent plus l'administration, qu'on voit apparaître de telles initiatives également dans la zone française, parce qu'auparavant, entre 1945 et 1949, dans la zone française, il y avait des salles de lecture où l'administration mettait à disposition des revues, des livres, et on avait l'accès à la culture française sans devoir s'engager pour cela. Donc, en plus, dans la zone française, il y avait la présence des Français, non seulement des militaires, mais également des familles. Et les associations dans cette zone-là sont de véritables associations franco-allemandes où il y a une partie des adhérents qui sont des Français de nationalité, ce qui est plutôt rare dans les autres régions. Jusqu'en 1955, on voit la création de 47 associations dans la zone britannique et américaine et de 51 associations dans la zone française. Et ils avaient vraiment des nombres d'adhérents éblouissants et très, très étonnants, entre 300 et 500 personnes qui ont adhéré à certains endroits à ces associations-là. Et la pointe était Tübingen avec 800 adhérents dans l'association franco-allemande. À Hambourg, par exemple, pendant un certain temps, on n'admettait plus de nouveaux membres parce qu'on ne trouvait plus de salle pour accueillir toutes les personnes qui voulaient assister aux manifestations. Et c'est donc dans cette situation-là, dans ce contexte, dans ce climat de volonté, de rapprochement, de réconciliation, qu'il y a les entretiens entre Adenauer et Madame Kuhn-Leitz, que j'ai cité tout à l'heure, où il l'encourage à faire quelque chose pour la réconciliation franco-allemande. Et il y a un autre aspect, comme il y a toute une série de sociétés franco-allemandes, mais qui ne se connaissent pas mutuellement, qui ne connaissent pas leur activité mutuelle, il y a le service culturel de ce qui était d'abord le Haut Commissariat français et ce qui est devenu en 1955 l'ambassade française en Allemagne, qui invite les représentants des 20 DFG, donc sociétés franco-allemandes les plus actives, à un voyage d'études en France pour visiter Paris et Lille. Et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel à cette époque-là, de pouvoir voyager en France, de rencontrer des personnes en France, d'avoir un échange sur toutes sortes de thématiques. Et cela fait beaucoup de jaloux parce que les représentants de toutes les DFG qui existaient auraient aimé participer, mais comme la participation était gratuite, l'ambassade de France assumait tous les frais. On limitait les participants au nombre de 20. Mais pour dédommager un peu les autres, l'année d'après, il y avait un second voyage pour une autre douzaine de participants. Et ces voyages ont donné pour la première fois l'occasion à ces représentants des associations franco-allemandes de se connaître
de se parler de leurs activités, de leurs objectifs, de leur engagement, etc. Et pendant ces entretiens, pendant le voyage, est né le souhait de se mettre ensemble pour mieux se connaître, pour se soutenir mutuellement et pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Et c'est là que Madame Kuhn-Leitz a pris l'initiative, parce qu'elle était soutenue un peu financièrement par les entreprises Leitz, d'inviter tous les représentants des associations franco-allemandes à Wetzlar en 1957. Et c'est lors de cette première rencontre qu'on a discuté la possibilité de créer ce qu'on appelait le cercle de travail des associations franco-allemandes. Il y avait à l'époque 29 associations qui s'appelaient Deutsch-Französische Gesellschaft, DFG, et 21 ont signé cette résolution qui a été adoptée par la conférence pour créer le cercle de travail. Mais le mouvement de création de telles associations ne s'est pas arrêté en 1957. Je vous ai apporté ici un graphique qui montre la création, la fondation d'associations franco-allemandes de 1945 à 2003. Et vous voyez qu'il y a un pic en quelque sorte en 49, 50, 51. Lorsqu'on se rapproche davantage ou fait un zoom sur cette période-là, le nombre de sociétés créées entre 48 et disons 53, pour prendre la période jusqu'au traité de l'Élysée, il y a encore un plus grand nombre de fondations, d'associations, mais pas toutes ces associations ont perduré. Ici, le graphique se base sur les dates de création des adhérents de la VDFG. Et nous voyons un second pic entre 1989 et 91, 92. Vous devinez certainement que c'était après la chute du mur. Il y a eu une vague de création de sociétés franco-allemandes dans les régions de l'ancienne RDA, donc en Allemagne de l'Est, où nous avons pas atteint la densité de sociétés franco-allemandes comme nous l'avons plus proche de la frontière française. Mais il y a quand même une bonne répartition sur tout le territoire allemand, sauf, comme je vous l'ai dit, en Mecklembourg-Poméranie antérieure. Donc, en 1957, par cette résolution à Wetzlar, on crée le cercle de travail qui est un instrument au niveau national. Mais il faut dire que les associations qui le créent veillent vraiment à leur autonomie. Il y a des discussions très, très, très dures parce qu'il y a surtout les grandes organisations qui ont peur de devoir abandonner leur autonomie, d'être dirigées par un organe central ou de courir le risque d'une instrumentalisation politique ou autre, ce qui est très compréhensible puisque nous sommes encore très proches des événements historiques qui ont marqué les générations qui étaient à l'origine de ces organisations-là. On ne voulait donc pas d'organisation fêtière qui fédère toutes les associations, mais l'adhésion était volontaire. On voulait une coopération informelle, des échanges d'informations, peut-être créer des synergies en partageant des expériences ou des intervenants. Et on insistait surtout sur l'organisation d'une rencontre annuelle. Et un autre aspect, c'est ce qui nous occupe toujours aujourd'hui, c'est comment obtenir des subventions publiques pour nos activités. Par ailleurs, le cercle de travail décida de publier un bulletin d'information 2 fois par an et ce bulletin-là était financé dans un premier temps par les entreprises Leitz. Il n'y avait pas du tout de subvention publique pour soutenir cette démarche.
Comme elle avait pris l'initiative pour cette première réunion à Wetzlar, Madame Kühnleitz est élue première présidente de ce cercle de travail des associations franco-allemandes. Dans les premières années, il y avait même 2 réunions annuelles pour se mettre en place, etc. Et les premières rencontres ont lieu à Wetzlar, mais en 1961, il y a le premier congrès à Berlin. Et là, on invite pour la première fois, on s'est rapproché d'associations en France, comité de jumelage, associations culturelles. On invite ces associations françaises à participer à ce congrès. Et on a gardé également des contacts qu'on avait noués pendant les voyages d'études à Paris et à Lille. Et en 1962, il y a un premier congrès en France, à Lille. Et à partir de là, on a commencé à alterner les congrès entre la France et l'Allemagne. En 1964, l'Assemblée générale décide d'élaborer des statuts et de faire enregistrer l'association comme eingeschriebener Verein, e.V., ce qui est en Allemagne l'équivalent de l'association 1901. Les statuts sont adoptés en janvier 1965 et ces statuts prévoient une très étroite coopération entre les associations en France et en Allemagne. Et par ces statuts-là et l'enregistrement de ces statuts, là, le cercle de travail est devenu une organisation bilatérale, bien que enregistrée et ancrée en Allemagne. Ensuite vient en 1965 le congrès à Lyon et pour la première fois, sur la base des nouveaux statuts, il y a l'élection d'un conseil d'administration franco-allemand. La présidente allemande, Elsie Kühnleitz, est réélue et le premier président français est Pierre Martin, qu'Elsie Kühnleitz avait connu pendant les premiers voyages en France. Et ce n'est pas un hasard que votre présidente porte également le nom de famille Martin. Elle pourra vous en parler davantage ou vous en dire plus. Et selon ce qu'elle m'a dit, Elsie Kühnleitz avait insisté à l'époque pour pousser un peu ce jeune homme, Pierre Martin, qui était très engagé également dans le franco-allemand, pour qu'il accepte d'être le président du côté français. En 1968, le cercle de travail transfère son secrétariat à Mayence parce que la ville de Mayence et le Land de Rhénanie-Palatinat promet une petite subvention et les fonctionnaires ont tenu parole. Nous avons obtenu la subvention et nous obtenons jusqu'à nos jours une petite subvention du Land de Rhénanie-Palatinat que nous devons demander chaque année à nouveau, mais jusqu'ici, elle nous a toujours été accordée et elle nous sert pour financer un mini-job pour la secrétaire générale à Mayence. Et c'est aussi une des raisons ou la raison majeure pourquoi nous maintenons notre secrétariat général à Mayence, parce que c'est jusqu'à nos jours la seule subvention régulière officielle que nous avons réussi à obtenir. En 1981, là, le cercle de travail change de nom et choisit désormais le nom de Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften in Deutschland und Frankreich, ce qui était en français Association franco-allemande en Allemagne et en France, ou en France et en Allemagne. Un nom que la VDFG a gardé jusqu'en 2008. La, si vous permettez, section française, la FAFA pour l'Europe, avait fait le choix, avant la VDFG, de remplacer en France et en Allemagne par la partie Fédération des associations franco-allemandes
pour l'Europe, pour exprimer par le nom de la fédération l'objectif majeur pour lequel nous nous engageons. En 1984, la partie française s'autonomise, pour ainsi dire, et crée la Fédération française selon la loi 1901, parce que, comme vous le savez, nous n'avons pas encore une loi pour une législation pour créer des associations européennes. Nous sommes donc obligés, si nous voulons jouir de certains droits et de certains avantages fiscaux, etc., nous devons nous constituer et nous inscrire selon la législation nationale pour les associations. Et finalement, en 2008, enfin, la VDFG commence ou assure l'ordre du jour de son assemblée générale à Rosny-sous-Bois l'adaptation de sa désignation sur la désignation de la Fédération française. Il y a des discussions assez engagées et controversées. Je crois que tu t'en souviens, Barbara, parce que tu as assuré la traduction là aussi, pour changer le nom de la VDFG en Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa, donc de remplacer le en France et en Allemagne par pour l'Europe, comme était le nom de la VDFG. Et j'étais une des ferventes défendrice de ce changement de nom et je suis encore fière aujourd'hui que nous avons réussi à adapter le nom sur l'exemple français parce que je trouve que c'est vraiment un credo très important déjà dans la désignation de notre fédération. La VDFG Tout à fait, tout à fait. a en 2016 nous avons organisé pour un Vorstand qui a été élu, disons, à 90%. C'était des nouvelles personnes au Vorstand. Nous nous sommes réunis pour discuter ce que ça signifie engagement franco-allemand pour l'Europe, pour nous. Qu'est-ce que nous comprenons par cet engagement? Et nous avons formulé lors de cet atelier ce que nous appelons le Leitbild, donc la mission en quelque sorte de la VDFG. Et j'ai essayé de traduire rapidement, on peut certainement faire mieux, mais j'ai traduit rapidement aujourd'hui ce petit texte en allemand pour vous lire comment nous voyons notre engagement. Nous avons convenu à l'époque et nous avons beaucoup discuté sur chaque mot et chaque notion que nous sommes la plateforme et le réseau de l'engagement franco-allemand de la société civile. Notre dessein est de représenter, de porter, d'animer et de promouvoir cet engagement franco-allemand pour nos valeurs européennes communes et une Europe unie. Notre engagement est volontaire et bénévole, compte tenu de notre expérience historique et sur la base de l'amitié et de la coopération franco-allemande, et en mettant en valeur nos connaissances interculturelles, nous nous engageons pour le rapprochement des peuples et la paix. Nous cultivons, nous soutenons et nous approfondissons les relations, les contacts entre les hommes et les femmes de nos deux pays. Nous nous engageons pour la liberté, la diversité et le respect d'autres cultures et nous soutenons les échanges entre nos deux pays ainsi qu'avec des tiers. Et voilà en quelque sorte la base de toutes nos activités et de toutes nos actions, mais qu'est-ce que nous faisons concrètement sur la base de cette déclaration de volonté et d'intention? Je dirais que nous voulons fédérer, mettre en réseau, accompagner, soutenir et conseiller nos adhérents, donc les sociétés franco-allemandes, comités de jumelage,
comités d'échange, chorales franco-allemandes, etc., dans leurs activités franco-allemandes pour l'Europe. Nous voulons leur fournir une plateforme pour la rencontre et l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. Mais d'un autre côté, nous voulons également donner de la visibilité à l'engagement franco-allemand envers le grand public, mais également envers les institutions, envers l'administration et envers les représentants politiques. Nous défendons les intérêts et nous luttons pour la mise en valeur de l'engagement franco-allemand de la société civile. Nous faisons du lobbying pour les relations franco-allemandes, pour les échanges franco-allemands et la compréhension interculturelle au service de la construction européenne. Et nous essayons de maintenir un contact étroit, des échanges continus et une concertation avec la FAFA, notre sœur jumelle en France. Et pour finir, je vous ai apporté quelques photos pour illustrer ces différents aspects de notre engagement. Que faisons-nous concrètement? Fournir une plateforme pour la rencontre et l'échange, la mise en réseau, contact étroit, échange continu, concertation et lobbying. C'est en premier lieu les congrès que nous organisons et voici quelques photos de notre dernier congrès à Halle. Nous avons des tables rondes, des conférences en plénière, des ateliers thématiques et nous accueillons des représentants éminents du franco-allemand. C'est la part également lobbying et mise en valeur de nos activités. Que faisons-nous concrètement également pour la visibilité de lobbying et la défense des intérêts de la société civile franco-allemande? Nous essayons d'augmenter cette visibilité et de défendre notre point de vue face à la politique. Vous avez ici sur la gauche Geriol Fritz, que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui a été convié, je suppose, avec son homologue de l'époque à une rencontre de haut niveau, comme vous pouvez voir au premier rang, comme représentant de la société civile. Vous avez une autre photo qui représente la remise du prix Elsekunleist, qui est décerné tous les 3 ou 4 ans par la VDFG für Europa à une personnalité pour ses mérites dans le franco-allemand. Et là, le prix avait été décerné au ministre des Affaires étrangères, Monsieur Steinmeier. Mais avec tous les préparatifs et le changement de son poste, nous avons été accueillis au château de Bellevue à Berlin lorsqu'il avait déjà pris ses fonctions de président fédéral. Et comme vous voyez, puisque c'était à Bellevue, on ne pouvait pas convier l'ensemble des adhérents de la VDFG et la FAFA, mais était invité à participer à la cérémonie uniquement le Vorstand de la VDFG, dont Barbara Kubis comme présidente de la FAFA. Et ici, une autre impression, une manifestation à Berlin, à l'ambassade de France, où les DFG sont invités tous les ans pour une journée de rencontre par l'ambassadeur ou actuellement par l'ambassadrice de France à Berlin, une journée qui est dédiée à un échange thématique. Chaque année, l'ambassade choisit un autre thème. Et ensuite, il y a la cérémonie de la remise du prix Rowan qui est décernée à des sociétés qui ont déposé des candidatures dans le cadre de la thématique proposée et qui sont récompensées pour des projets qui sont reconnus particulièrement valables par l'ambassade.
À droite, vous avez une photo avec l'actuelle ambassadrice à Berlin, Madame Descotes. Et nous faisons du lobbying jusqu'au plus haut niveau. Vous avez ici à gauche. En haut, c'était une audition au Bundestag à Berlin devant une commission parlementaire franco-allemande qui faisait des auditions à Berlin, à Paris et à Strasbourg de toutes sortes de représentants de groupes d'intérêt. Et j'étais invitée pour la VDFG für Europa. Et là, c'était une des fois où j'ai dû d'abord expliquer ou clarifier la confusion entre Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa et Fédération des associations franco-allemandes pour l'Europe, parce que les responsables qui travaillaient sur le dossier croyaient que Fédération des associations franco-allemandes pour l'Europe était simplement la traduction en français du nom de notre fédération. Et donc, j'ai dû expliquer au début que je représentais à ce moment-là, parce qu'ils n'avaient pas remarqué qu'il y avait une fédération en France, que je représentais les deux fédérations. Et c'est là, à cet endroit, à ce moment-là, que j'ai présenté notre proposition et revendication de créer un fonds citoyen pour soutenir les activités de la société civile qui, à notre grand étonnement, a vraiment été retenu pour l'actualisation du traité de l'Élysée par le traité d'Aix-la-Chapelle. Et c'est ce que vous voyez sur la droite de cette image-là, la cérémonie de signature du traité d'Aix-la-Chapelle par la chancelière et le président de la République. Et comme nous avons contribué à ce traité-là, Barbara et moi avons été conviés également à cette cérémonie. Et je suis convaincue que, comme nous avons rencontré de nombreuses personnalités, la participation à de telles manifestations augmente vraiment la visibilité et la reconnaissance de nos fédérations. Voilà, et avec ces quelques impressions, je suis arrivée à la fin de ma présentation et je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup de votre attention. Tout au grand merci, Margaret. Je vois bien que nous avons énormément de choses en commun. Nous avons en commun toute une histoire, tout un cheminement jusqu'au moment où la législation nationale nous a obligés de nous séparer en deux parce que sinon, du côté français, on n'aurait pas pu obtenir des subventions pour d'éventuels projets parce que pour avoir une subvention, il faut avoir une structure juridique du pays dans lequel on se trouve en ce moment. Et c'est peut-être pour cette raison aussi qu'un des objectifs que nous avons est tôt ou tard quand même de retrouver ou de trouver la possibilité d'avoir une association franco-allemande ou européenne avec un statut juridique adapté. Et nous ne sommes certainement pas les seuls à réfléchir sur cette question-là. Donc, un tout grand merci à vous toutes et tous. La question, est-ce que vous avez des questions à Margaret? Bon, je remercie nos deux présidentes et je remercie Margaret d'avoir fait ce tour d'horizon qui est très intéressant. Nous-mêmes, nous nous sommes créés en 1983 en tant que fédération, la première chorale franco-allemande ayant été créée à Berlin en 1965. Nous nous sommes créés en 1983 et la question était de savoir si nous allions créer deux fédérations ou n'en créer qu'une, et selon quel droit. En fin de compte, en comparant la loi de 1901 à la loi des associations allemandes, nous avons considéré que la loi des associations allemandes était un peu plus souple, disons, que la loi de 1901. Et donc, comme notre fédération n'est pas aussi immense
que la Fédération des associations franco-allemandes ou la VDFG, nous avons décidé de nous soumettre seulement au droit allemand, c'est-à-dire que nos membres français, nos associations dont le siège est en France, sont aussi membres de la fédération dont le siège est en Allemagne. Mais c'est une situation inacceptable et c'est pour ça que je vous remercie beaucoup. C'est ça que je voulais souligner, de faire non seulement d'avoir eu l'initiative du Fonds citoyen franco-allemand dont je vais parler tout à l'heure, mais aussi de répéter toujours cette demande d'avoir un statut européen des associations parce que ça nous tirerait une immense épine du pied. Je pense que c'était également, si je me rappelle bien, Marguerite, une des demandes que nous avions présentées pour le traité d'Aix-la-Chapelle, mais Oui, cela oui, oui, oui. n'a pas été retenu. Deuxièmement, je n'étais pas conscient, et c'est intéressant ce qu'a dit Marguerite aujourd'hui, parce que nous avons le même problème, c'est l'intégration de l'Est de l'Allemagne. Il y a une chorale franco-allemande que je connais très bien à Leipzig, mais qui n'a pas tendance à vouloir rejoindre la famille, disons cela. Il y a une autre chorale franco-allemande à Dresde qui a été membre de notre fédération, qui, lorsque l'on ouvre son site internet, prétend toujours être membre de la fédération, mais qui a quitté malheureusement notre fédération alors que j'ai tout essayé pour les maintenir dans la famille. Alors maintenant, j'ai appris que le nouveau chef de Dresde est français. Peut-être que ça va nous donner une nouvelle chance, on verra. Nous avons perdu, et ça c'est intéressant aussi dans l'historique qu'a présenté Marguerite, nous avons perdu 2 chorales du fait de la disparition de la présence militaire française en Allemagne. C'est celle de Baden-Baden et c'est celle de Trèves. Et donc, par manque de Français dans ces deux villes, eh bien, les 2 chœurs, à Baden-Baden et à Trèves, ont disparu. Lorsque nous avons créé, et ça, j'ai un peu souri quand Marguerite en a parlé, lorsque nous avons créé la fédération, les chœurs, il y en avait 6 à l'époque, pas plus, les chœurs avaient peur de perdre leur identité et leur indépendance. Et nous avons fait des statuts que je peux mettre à votre disposition quand vous voulez, qui vraiment réunissent tout ce qu'on peut imaginer de subsidiarité. Donc, ça veut dire que tous les chœurs sont absolument indépendants et que seulement lorsque l'Assemblée générale de la Fédération donne une mission à la Fédération, c'est là qu'elle devient active, à côté d'un rôle de représentation qu'elle a obtenu de la part de tous les chœurs. Ça, c'est très intéressant parce que ça ressemble beaucoup à l'historique de la VDFG. Alors, comme nous parlons beaucoup d'Europe, je suis très fier et très heureux de vous annoncer, vous le savez, certains le savent, que nous avons un chœur franco-allemand à Zurich. Donc, nous avons dépassé les frontières politiques pour préconiser les frontières culturelles. Et puis, nous avons un chœur associé depuis très longtemps déjà à Varsovie, dont nous sommes très fiers aussi. Et comme Marguerite en a parlé, vous savez peut-être que notre ambassadrice actuelle était membre du chœur franco-allemand de Bonn lorsqu'elle était jeune diplomate à Bonn, il y a une trentaine d'années. Et c'est pour ça qu'elle est très, je dirais, ouverte lorsqu'il s'agit de participer à un concert ou de soutenir toutes les activités que nous pouvons avoir. Vous vous souvenez peut-être du concert virtuel
de Noël que nos deux présidentes ont eu la gentillesse de propager à l'intérieur des deux fédérations. Je vous annonce, j'en ai parlé tout à l'heure à Barbara, que j'ai rencontrée plus tôt, et j'en parlerai à Margarita après, que nous lançons, grâce au fonds franco-allemand, et encore une fois, merci, grâce au fonds citoyen franco-allemand qui nous a offert une nouvelle subvention en 2021, nous lançons dès aujourd'hui et demain un appel à toutes les associations franco-allemandes de France, de Navarre et d'Allemagne pour participer à un concert virtuel qui va être constitué ces semaines prochaines autour de la marmotte de Beethoven et auquel vous allez être invités dès que les deux présidentes auront relayé notre invitation, qui d'ailleurs provient de notre association Eurochorus de Toulouse, et c'est pour ça que vous la recevrez en 3 langues, parce qu'elle est ouverte pas seulement à des Français, à des Allemands, mais aussi à des anglophones, disons, à tous ceux qui sont anglophones. Voilà, merci beaucoup que j'ai pu participer à ça. Nous sommes nous-mêmes membres et de la FAFA et de la VDFG. Donc, nous sommes une passerelle intéressante, pas seulement musicale, mais aussi à travers les frontières. Merci beaucoup. C'est une très belle soirée. Nous apprécions beaucoup que vous soyez adhérents des deux côtés, Eric. Ça nous fait vraiment plaisir de savoir que vous supportez ce qui se passe, ce qui est fait du côté des organisations fêtières. Merci beaucoup. Oui. Et Clément, tu as bien entendu le message d'Eric. Les chorales, toutes les chorales sont invitées, donc. Mais oui, le seul problème, c'est que nous, nos chorales n'ont pas redémarré pour cause de Covid, parce que difficulté de chanter et de pouvoir coordonner les chants en visioconférence. Non, oui, tout ça sera virtuel, hein, Raymond. Je sais. Tout ça est virtuel. Donc, chacun, et même les amis des amis, peuvent s'y associer. Mais tu verras quand tu recevras l'invitation. Oui, mais de toute façon, sur les deux chorales auxquelles la chorale que ma femme dirige et l'autre chorale dont on fait partie, la chorale dont on fait partie, la chef de chœur est quelqu'un de parfaitement bilingue. Oui, bilingue, c'est ça. Et je pense qu'on devrait pouvoir faire quelque chose avec elle. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Eric. En tout cas, ça semble être une très belle initiative. Je suis très curieuse à connaître les détails. Oui, on les aura demain. Margarete, tu avais dit qu'il y a 3 adhérents de la VDFG qui se trouvent en France. Oui. Il y a la maison Heinrichsmann à Pau, Oui. avec lesquels j'ai de temps en temps un contact téléphonique. Mais ils réfléchissent s'ils vont également adhérer à la FAFA pour l'Europe. Et qui sont les autres? Il y a Château d'Orion et j'étais en train de réfléchir qui est l'autre, mais je n'ai pas la liste. Château d'Orion. Château d'Orion, c'est comme une académie, c'est près de Bordeaux, à la campagne, et c'est un couple allemand qui gère ce centre de réflexion. Ils organisent des stages culturels, philosophiques, des échanges interculturels aussi. Et je crois que le contact avec la VDFG était né à l'époque à travers de Hans Buschmann, qui était consul à Bordeaux et qui était un ami de Gerion Fritz. Okay. Je crois que Gerion et Hans Buschmann ont assisté à un des stages, un des cursus et animé des ateliers, je ne sais pas, c'était par des contacts personnels que cela s'est fait. Je n'avais jamais entendu parler de cette organisation-là. Parfois, ils envoient une newsletter, je peux te le transmettre si tu veux, la prochaine fois que je le reçois. Très bien. Et le troisième? Je vais regarder, je retrouve pas le troisième maintenant. Ok, quand tu as le temps, tu nous diras. C'est quand même intéressant de savoir. Oui, bien sûr.
du côté de la FAPA pour l'Europe, à ce que je sache, nous n'avons pas d'adhérents en Allemagne, sauf Eric et les chorales qui sont adhérents des deux côtés. Quand on connaissait la VFG, du moins qu'on pensait connaître la VFG, cette soirée est très intéressante parce qu'on comprend mieux le fonctionnement que vous avez, puisque vous, comme tu le disais très justement, Margarethe, la FODFG est essentiellement basée sur des associations franco-allemandes culturelles. Nous, on est sur des associations beaucoup plus basées sur des jumelages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse s'enrichir de cette différence de culture que l'on a, de fédération, de structure de fédération. Tout à fait, tout à fait. Parce que nous sommes en contact avec beaucoup de jumelages en Allemagne et Anshel, qui vient de nous rejoindre, pourra le confirmer et toi-même, en tant que référente Fonds citoyen, tu dois le voir. Donc, il y a cette passerelle qu'il faudrait qu'on arrive à avoir pour que de notre côté, nous ayons plus d'associations culturelles et de l'autre côté, peut-être vous de l'autre côté, plus d'associations type jumelage. Voilà. Et d'ailleurs, en plus, j'encourage les associations culturelles qui ne sont pas impliquées dans un jumelage de s'intéresser pour les jumelages de leur ville ou de leur commune, même s'il y a un comité de jumelage ou un chargé ou un responsable pour le jumelage, on peut toujours s'engager dans une certaine partie du jumelage pour y contribuer, parce que cela peut aussi donner un nouvel élan aux associations culturelles. Tout à fait. C'est ce qui se passe sur Annecy où le jumelage est géré par la ville, mais quand les amis de Bayreuth viennent, l'association qui s'appelle Rencontre franco-allemande intervient directement dans la rencontre avec le jumelage. Quelquefois, j'ai l'impression, mais il se peut que je me trompe, qu'en France, il y a quand même un peu moins de ce qu'on appelle les associations culturelles franco-allemandes. J'en ai pas rencontré beaucoup. Alors, il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément adhérentes chez nous. Oui, en plus, la différence en Allemagne, comme je vous ai montré, une grande quantité de ces associations se sont créées directement après la guerre. Il n'y avait pas encore le mouvement des jumelages. Il y avait d'abord ces associations culturelles. Et comme ici à Kiel, la Société franco-allemande a été fondée en 1951. Et en 1962, le conseil municipal a chargé l'association franco-allemande de chercher une ville jumelle en France pour la ville. Et aujourd'hui, la Société franco-allemande fait les deux choses. Nous sommes association culturelle ici et en même temps, nous nous occupons du jumelage avec Brest en coopération avec la ville. D'ailleurs, on a bien vu, tu as montré les chiffres des différents länders, combien il y a d'adhérents. Et pour la Rhénanie du Nord-Westphalie, il y en a 47 ou 48. Oui, 47. Et ça montre bien le mouvement qu'il y avait dans le Nord-Pas-de-Calais dans les années 60. Dans les années 60, début des années 70, entre le Nord-Pas-de-Calais et la Rhénanie du Nord-Westphalie ont été créés 150 jumelages. Ça se reflète vraiment dans les chiffres encore. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est en Rhénanie du Nord-Westphalie où on a, c'est aussi une structure informelle, mais on a une rencontre annuelle de toutes les associations et sociétés qu'il y a là, parce qu'il n'y a pas une grande distance. On prend la voiture et en 1 heure, peut-être, on peut se rendre à un endroit pour rencontrer les autres associations franco-allemandes, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans le Nord ici. Et en Rhénanie du Nord-Westphalie, normalement, tous les ans, il y a comme une conférence régionale des associations franco-allemandes. Et pour essayer de soutenir un peu ce mouvement de conférence régionale, l'URAFA Hauts-de-France pour l'Europe avait décidé d'un commun accord d'inviter à chacune de ces manifestations la conférence régionale Rhénanie du Nord-Westphalie à ces manifestations dans les Hauts-de-France.
Ulrike, tu voulais prendre la Je parole? voudrais donner une petite précision pour Saxe-Bretagne, enfin pour les associations culturelles en Saxe, dont il était question tout à l'heure, et où le regret a été prononcé qu'ils ne soient plus membres. La Bretagne a été partenaire de la Saxe sur la demande de la région Bretagne. À l'époque, c'était avant 2000, dans les années 1993, je crois, la demande a été faite. La Saxe n'a pas répondu de façon positive, surtout elle n'a jamais soutenu l'association qui s'est créée aussitôt sous la présidence de Ingo Kohlbaum, qui était professeur à la francophonie à l'université technique de Dresden et qui a fait énormément pour faire connaître notamment la Bretagne, mais aussi la France tout court en Saxe. Il travaillait très étroitement avec l'Institut français qui, dans le siège principal, a été reporté depuis à Leipzig. Ingo a finalement fini de lâcher, disons, l'association parce qu'il ramait, disons, dans le vide. Nous, on était partenaires et bien sûr, on avait des relations suivies avec la Saxe. Il y a eu plusieurs colloques, notamment universitaires, qui ont été organisés de part et d'autre et des échanges avec des étudiants. Et on a créé un jumelage entre une ville bretonne, Guingamp, et une ville de Saxe, Aue. Suite à l'abandon du côté Saxe de ce partenariat régional, la région Bretagne a réorienté son soutien, de soutenir toutes les actions qui favorisent l'amitié entre la Bretagne et l'Allemagne, quelle que soit la ville qui en soit porteur, quelle que soit l'association qui le fait. Voilà, je voulais juste donner cette précision-là. Et je crois que c'était Eric, tu avais parlé de ça, non? Si tu veux avoir plus de précision, tu peux me téléphoner ou m'envoyer un mail avec ton téléphone et on échangera plus en détail. En tout cas, l'association de Ingo Kohlbaum s'est dissoute. Ils étaient membres de la VDFG et je crois qu'ils ont cessé leurs activités à la fin de 2019. C'est ça, parce qu'il a décidé de prendre enfin sa retraite, quoi, si je puis dire. Et surtout que tous ces efforts de maintenir cette amitié malgré et contre les vents n'étaient jamais couronnés de succès. Bon, bien sûr, la FAFA Bretagne représentait la continuation de cette amitié avec la Saxe, mais il n'a pas trouvé non plus de successeur. Mais il y a des gens très valables et puis il y avait des belles actions, notamment culturelles, de soutien à des véritables échanges. Hein. Et puis il y a cette ville de Aue qui est donc jumelée avec Guingamp. Guingamp étant membre chez nous, mais Aue n'est pas la seule ville qui n'est pas à la VDFG, alors que nos villes bretonnes sont à la FAFA. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça s'applique également à d'autres communes. On observe souvent qu'une commune ou un comité de jumelage est adhérent chez soit la VDFG et pas le partenaire chez la FAFA pour l'Europe et vice-versa. Mais je n'ai pas encore trouvé la solution pour convaincre à chaque fois les partenaires en question d'adhérer également. La grosse difficulté qu'on a, quand on parle de la VDFG à nos partenaires allemands, souvent ils ne connaissent pas. Et l'inverse étant vrai. Et l'inverse est vrai également, hein, tout à fait. Quand on parle en France, aux associations franco-allemandes de la FAFA, ils ne connaissent pas. Même les jumelages ne connaissent pas forcément la fédération. Donc, il y a encore Eric qui voulait parler. Non. Excusez-moi, je reprends la parole, mais ça va aller très vite. On a parlé d'histoire aujourd'hui, mais si on pense au futur, qu'est-ce qui va donner un renouveau? Vous vous souvenez des chiffres qu'a donné Margaret, 800 membres à Tübingen, etc.
Bon, qu'est-ce Impressionnant. qui va redonner vraiment une grande impulsion au monde franco-allemand? Je sais qu'elle commence à exister. On en a parlé à Halle lors de la présence du docteur Diaby, le seul député du Bundestag d'origine sénégalaise. C'est la relation avec l'Afrique. Et je sais qu'au niveau économique, il y a des liens de plus en plus étroits entre la France et l'Allemagne. Et au niveau culturel, c'est beaucoup plus avancé encore qu'au niveau économique. Au niveau culturel, nous travaillons énormément avec l'Afrique, les chœurs. Nous sommes même sidérés de voir ce dont ils sont capables. Il y a une organisation dont le siège est à Bonn d'ailleurs, mais c'est une coïncidence, qui s'appelle Europa Cantat, qui est immense, qui fait chaque année une grande rencontre européenne. Et les Africains ont eu l'idée de faire Africa Cantat. Puis est arrivé Corona. Alors, ils ont fait un Africa Cantat virtuel. Et je vous assure que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, ils sont pas en retard. Et nous travaillons vraiment de façon très étroite. Et j'ai été très étonné lorsque un chef de chœur d'Abidjan a pris contact avec moi, je l'ai rencontré depuis, et m'a dit, je voudrais devenir, avec mon chœur, je voudrais devenir membre de la Fédération des chœurs franco-allemands. Ah, je lui ai dit, tiens, pourquoi pas avoir un chœur ivoirien? Eh bien, il a un chœur allemand à Abidjan et son chœur se nourrit d'une faculté d'apprentissage de la langue allemande à l'université d'Abidjan, où il y a chaque année 2000 nouveaux étudiants qui apprennent l'allemand. Ah, Et donc, il y a des choses intéressantes qui se font, et je ne serais pas étonné si à l'avenir, les Français et les Allemands aient un rôle. On a parlé à Halle, si vous vous souvenez bien, de la mise en réseau nord-sud entre l'Europe et l'Afrique. Et au niveau culturel, ça peut être un sujet intéressant qui redonnera justement une impulsion aux franco-allemands. Mais voilà, on a parlé du passé, je voulais parler un peu de l'avenir. oui. Je pense aussi que le franco-allemand, pour le franco-allemand, c'est un concept qui n'est plus vraiment d'actualité. Le franco-allemand doit davantage s'ouvrir et on le verra à Saint-Brieuc où nous avons invité par exemple la Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband avec qui nous sommes en contact depuis un certain temps. Donc, nous avons invité l'association germano-polonaise. Nous sommes également en discussion avec l'Office germano-polonais pour la jeunesse pour qu'ils aient un stand ou au moins un paquet d'informations au Congrès. Il y a quelques jours, l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg a envoyé une invitation que je vous ai transférée au président des unions régionales concernant une manifestation franco-allemande ensemble avec l'Italie pour montrer des perspectives de coopération entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Et je pense que c'est ça le bon cheminement, de s'ouvrir à différents pays et d'essayer d'élargir notre coopération et de s'agrandir de cette façon-là. Parce que le franco-allemand, le franco-allemand, c'est trop limité, ce n'est plus d'actualité, je pense. Oui, juste une petite remarque. Effectivement, en Bretagne, on a de nombreuses villes qui ont un comité de jumelage qui a plusieurs sections en fonction du jumelage existant. C'est-à-dire souvent c'est la Pologne, mais c'est aussi l'Italie, c'est le Pays de Galles, bien sûr, la Grèce pour Saint-Brieuc, enfin Aristide pourrait en parler, etc. Et très souvent, ces comités de jumelage travaillent ensemble ou essayent de le faire, notamment lorsqu'il y a des festivités. Oui. Donc là, je pense effectivement, il y a un potentiel et ce sera certainement un sujet à Saint-Brieuc. Oui.
Comme dans les Hauts-de-France aussi, il y a pas mal de jumelages en cercle ou en anneau, où il y a 3 ou 4 ou 5 villes qui ont un jumelage avec la même commune. Et je suppose que c'est la même chose également dans les autres régions, chez les autres unions régionales. Et Oui, je mais pense c'est pas celle-là, parce qu'on n'a que le franco-allemand qu'il faut désespérer. Hein. C'est déjà ça. Félix, mais je Pardon. pense que le Ouais. franco-allemand est mieux organisé que les autres, peut-être, ou organisé depuis plus longtemps. Parce que j'ai cherché, mais j'ai pas encore vraiment trouvé des organisations fêtières pour des relations de la population à la base avec d'autres pays. Ça existe beaucoup moins. Ok, merci Barbara. Félix, Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à Marguerite pour la présentation. Et j'avoue, même comme membre du bureau de la FORDFK, j'ai quand même appris quelque chose encore plus sur l'histoire de l'association. Mais comme représentant de la Commission franco-allemande de la jeunesse, qui s'est donné la mission de créer un peu les relations, ou soutenir la création des relations franco-allemandes du futur, de l'avenir, je voulais encore ajouter un point aux points très importants qui ont déjà été faits, notamment l'élargissement au-delà sur le niveau géographique, mais aussi, en fait, quand on parle des sujets, des sujets autour desquels on organise des échanges, des rencontres, etc. Et je crois que là, il faut encore plus et beaucoup plus qu'on le fait maintenant, prendre en considération vraiment les sujets d'actualité, pas toujours je dirais de haute politique, mais des questions de la protection de l'environnement, de l'égalité homme-femme, etc. Alors là, je crois que, et aussi mieux se mettre en réseau avec d'autres acteurs locaux pour faciliter des échanges des acteurs locaux comme les associations sportives, etc. Ça a bien sûr été fait déjà à l'époque, mais il faut toujours voir si peut-être il y a encore d'autres pistes qui ne font pas partie des approches classiques du franco-allemand qu'on connaît depuis des années, mais juste rester curieux, aussi, et aussi ouvert à d'autres sujets qui peut-être à la première impression n'ont pas forcément une dimension franco-allemande. Et je suis très favorable à une législation, en fait, à une loi associative européenne, parce que nous, comme Commission franco-allemande de la jeunesse et le Deutsch-Französische Jugendausschuss du côté allemand, on a eu ce même problème et on est arrivé à en fait, créer deux associations qui sont très, très, très pareilles, qui ont le même conseil d'administration, le même bureau et les mêmes membres. Sauf qu'il y a juste deux structures administratives pour faire des déclarations d'impôts auprès de la préfecture, etc. Alors, on aimerait très, très bien éviter cette surcharge de travail et on est vraiment très ouvert. Et je sais qu'il y a déjà des initiatives. Je crois que la FORDFK soutient, je sais peut-être la FAFA aussi, mais je crois qu'il faut toujours rappeler ça aussi vis-à-vis des acteurs politiques. C'est important et je sais que c'est complexe parce que ça enchaîne des questions de fiscalité, etc. Mais quand même, il faut continuer à s'engager pour ça. J'ai entendu qu'il y a un projet dans les tiroirs de la commission, mais depuis que ce projet se trouve dans les tiroirs, il a dû être enfoncé complètement et plus personne ne le retrouve, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a 10 ans. Je pense que tu es maintenant à la commission, tu ne peux pas faire quelques fouilles dans les tiroirs. Il faut juste me dire dans quel tiroir c'était caché et je vais faire la recherche. Mais vu que nous sommes tous au télétravail, au home office, j'avoue que je n'ai pas trop d'accès au tiroir. Et puis il faut retrouver la clé en même temps. Hein. Quand tu vas retrouver le tiroir, il faut que tu trouves la clé en même temps. Hein. Apparemment, il y a une dizaine d'années que c'est dans les tiroirs. Hein. Oui. Ça avait été mis en place, je crois, en 2007 ou 2008. Mais pour défendre un peu mon employeur, non, mais aussi l'idée européenne, j'ajoute que c'est très souvent les États membres qui bloquent les thèses d'initiative. Ce n'est pas forcément la Commission. Ça, on le sait. Comme on dit,
immer wenn die Sonne lacht, hat es der liebe Gott gemacht. Gab es Regen oder Schnee, war das sicher die EG. Toujours quand il y a le soleil qui brille, c'est le bon Dieu qui l'a envoyé, mais quand il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est l'Union européenne qui l'a fait. Margaret, un tout grand merci pour tout ce travail que tu as fait, malgré la fatigue, malgré ton excursion dimanche qui n'était pas du tout prévue. Et je sais que des trucs comme ça sont très fatigants. Donc, un tout grand merci pour tout le travail que tu as fait et pour toutes les explications que tu nous as apportées. Je pense que ça nous fait du bien de nous rappeler un peu d'où nous venons pour savoir où nous allons. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Margaret. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Margaret, pour cette présentation. Barbara. Et à vous toutes et tous, merci d'avoir participé à cette soirée. Voilà, et je vous propose qu'on se retrouve le 6 avril prochain pour un nouveau mardi de la FAFA. Ça sera une conférence de Hansert sur les jardins. Voilà, c'est d'actualité, on est au printemps, même si quand on sort, ça ne se voit pas toujours, mais il fait encore très froid ici. Ici aussi, il ne fait pas très chaud, mais voilà. Donc et avec les différents confinements, on aura besoin de jardins. Voilà, donc on aura une belle conférence de Hansert sur les jardins, différence entre les jardins français et allemands, et ça sera le mardi 6 avril à 20h. Voilà. Très bien. On vous souhaite une bonne et heureuse soirée. Merci. C'est diffusé sur Facebook, ça sera bientôt disponible dans la chaîne YouTube de la FAFA. Merci beaucoup Margaret pour cette belle présentation qui nous a permis de mieux comprendre la VDFG. Voilà, bonne soirée à tous. De rien, bonne soirée à vous tous aussi et merci d'avoir participé.